Alors, merci pour m'avoir proposé de participer à ces réflexions. Alors, ce travail se veut une réflexion prospective sur les formes de reconnaissance politique qui ont entouré certaines minorités linguistiques ou culturelles dans des contextes sociopolitiques proches et néanmoins différents de ceux qu'on retrouve au Canada. Alors bien sûr, chaque contexte reste singulier, hein. Il ne s'agit certainement pas ici de suggérer à l'Acadie de se transformer en Val d'Ost ou en communauté germanophone de Belgique, ce n'est pas du tout le cas, hein. Et ce qu'on constate, c'est que les raisons qui ont présidé à l'émergence de telle ou telle forme de reconnaissance restent propres à chaque contexte. Et donc, bien évidemment, si on souhaite réfléchir sur une forme d'autonomie en Acadie, il faut réfléchir à une forme d'autonomie qui ressemble aux réalités acadiennes et certainement pas tenter de faire un copier-coller d'une réalité qui serait autre. Inutile donc de voir dans aucun d'eux des modèles à suivre, et ça c'est très important, pour l'Acadie, les francophonies minoritaires ou le Canada. Tout au plus, l'exposé de ceux-ci au regard des réalités rencontrées par les minorités concernées nous apporte au moins un enseignement, la diversité des possibles en matière de dispositifs de reconnaissance. Ça, c'est très important. On a trop souvent tendance, au Canada, je trouve, à considérer qu'il n'y a qu'une voie possible en matière de reconnaissance, et c'est la voie qu'on suit depuis 50 ans. Je pense qu'on est en pleine période de réflexion sur le renouvellement de la loi sur les langues officielles. On pourrait au moins se poser la question de savoir si ce modèle a, entre guillemets, livré la marchandise, tant d'un point de vue de la protection des minorités linguistiques que du point de vue de la pacification des conflits linguistiques. Peut-être qu'au niveau de la pacification des conflits linguistiques, on s'aperçoit que tout est pacifique au Canada à ce niveau-là. C'est-à-dire que la mission de la loi sur les langues officielles a peut-être été accomplie, mais au niveau de la protection des minorités linguistiques, ce n'est pas du tout le cas. On le constate recensement après recensement. Donc à l'instar des autres contextes, la société canadienne a son histoire bien à elle, et les solutions qui se sont dessinées face aux conflits linguistiques qui ont atteint leur paroxysme dans les années 60-70 s'expliquent par des rapports de pouvoir à travers lesquels ces solutions ont été définies, et par un contexte, celui de la double solitude, des conflits linguistiques des années 50 et 60, et la volonté publique de construire la nation acadienne en pacifiant ces conflits. Dans les années 50-60, c'est ça qui est un peu qui mobilise les élites canadiennes, c'est construire la nation canadienne en pacifiant les différents conflits auxquels sont confrontées la société canadienne. Cette société canadienne est confrontée à toute une série de conflits, des conflits linguistiques, des conflits culturels, des conflits sociaux aussi, hein, puisque dans les années 60, c'est la période dans laquelle on va voir émerger le bilinguisme officiel, le multiculturalisme officiel et les différentes politiques sociales. L'objectif, c'est finalement de protéger les plus fragiles. Hein, protéger les plus fragiles, c'est-à-dire les minorités, c'est-à-dire les personnes en situation de profonde inégalité sociale. Donc on va mettre en place toute une série de politiques sociales, un État-providence qui va s'instaurer. L'objectif, c'est que finalement chaque Canadien puisse vivre à sa manière sa citoyenneté. Un autre but a été poursuivi, c'est justement le fait de pacifier les conflits de la société canadienne. Et là, on va finalement, le libéralisme, hein, c'est pas le laisser-faire, laisser-aller, c'est aussi cette volonté finalement de pacifier les conflits et éviter que ces conflits ne se transforment en affrontements purs et simples. En Acadie, la situation est demeurée assez paradoxale, sinon ambiguë. Pourquoi ? Parce qu'on est tiraillé entre une politique de reconnaissance linguistique plus généreuse qu'ailleurs, on a évoqué l'article 16.1, mais sans reconnaissance politique de l'Acadie, d'une Acadie qui est pourtant revendiquée depuis plusieurs décennies, sinon plusieurs siècles. Donc il y a cette espèce de hiatus entre ce qui a été proposé à l'Acadie, c'est-à-dire une protection en termes de langue, et les volontés ou les besoins de reconnaissance qui dépassent les simples enjeux linguistiques.
Alors, je ne sais pas comment ça marche, ça, oui, voilà. Donc ça, c'est le contexte canadien. J'ai mis ces deux cartes qui sont assez emblématiques, finalement, de la manière dont on a représenté la francophonie canadienne et l'Acadie. Vous voyez, une Acadie où le territoire est assez quand même ambigu. Et c'est finalement... ça présente en quelque sorte l'ambiguïté qui existe et le bilan pour le moins mitigé qui existe aussi après 50 ans de loi sur les langues officielles. Alors les cas que je vais présenter, est-ce qu'ils sont différents sur ces points-là? Est-ce que finalement ces cas sont des cas où on a trouvé des solutions parfaites et qui ne prêtent plus à discussion? Absolument pas. Toutes les discussions que j'ai évoquées, les tensions qui peuvent exister, qu'on a rappelées, que Michel, que Mathieu ont notamment rappelé, on les retrouve aussi dans d'autres contextes. Simplement, on retrouve aussi donc ces doutes, ces lassitudes, ces difficultés à mobiliser, mais à ceci près, chaque collectivité, la communauté germanophone de Belgique, le Val d'Ost, les suédophones de Finlande, la Nouvelle-Calédonie, etc., dispose, à la différence de l'Acadie, de leviers institutionnels et de la possibilité d'exprimer collectivement, par la représentation politique, une volonté générale particulière. Et c'est bien là ce qui manque à l'Acadie, cette capacité à définir collectivement une volonté générale. Ce faisant, les représentants de ces collectivités se trouvent dotés d'une légitimité politique qu'on ne retrouve pas, malheureusement, au sein des organismes communautaires acadiens. Ça peut être difficile de dire ça, parce qu'il y a un travail extraordinaire qui se fait par chaque organisme communautaire en Acadie, mais systématiquement, on se retrouve face à ce déni de légitimité qui existe. Rien n'empêche un député de Florenceville de dénier la légitimité de tel ou tel organisme acadien, pour toute une série de raisons. Et c'est un peu le problème qui se pose actuellement en Acadie. Alors je vais commencer peut-être par la situation qui est la plus proche de nous. C'est la Suède, la Finlande, excusez-moi, et la communauté des suédophones de Finlande. Alors les suédophones, c'est à peu près 300 000 personnes, donc vous voyez, ça correspond un peu à la population acadienne. C'est 6% de la population de Finlande qui est suédophone ou d'origine suédophone. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement la Finlande a acquis son indépendance au début du siècle et en 2019, on a adopté le bilinguisme officiel avec une loi linguistique de 1923 et on a pratiqué, c'est pour ça que j'ai mis ces trois cartes, une forme de municipalisation de la reconnaissance de la langue suédoise en Finlande. Ce que les Finlandais ont mis sur pied, c'est finalement une reconnaissance localisée, territorialisée du bilinguisme, avec un bilinguisme qui dépend de la municipalité dans laquelle vous habitez. Alors vous avez plusieurs catégories de municipalités, des municipalités unilingues finnoises, finnophones, des municipalités unilingues suédophones et des municipalités bilingues dans lesquelles on retrouve soit une majorité suédophone, soit une majorité finnophone. La Finlande est bilingue, officiellement bilingue, un peu comme le Canada. Donc, dépendamment de l'endroit où vous vous situez, vous avez plus ou moins droit à des services dans votre langue. Une exception dans ce panorama d'une municipalisation, c'est l'archipel que j'ai mis à ma droite. C'est l'archipel des Åland. Alors, l'archipel des Åland, c'est un archipel qui est doté d'une très forte autonomie, avec un parlement bien à eux, donc une forme de diète ou un conseil municipal, qui a toute une série de compétences qui leur sont réservées. Alors ce statut spécial est issu d'un traité international, puisque cet archipel a été disputé entre la Suède et la Finlande. Il a fait l'objet d'une tractation. Ce traité international a octroyé la pleine souveraineté de la Finlande sur les îles de Land.
moyennant quoi la Finlande s'engageait à respecter une forte autonomie de cet archipel. Donc vous voyez cette configuration qui est assez intéressante. Ce qu'il faut mentionner aussi pour le cas des suédophones de Finlande, c'est qu'ils se sont organisés politiquement. Il y a un parti politique qui représente plus particulièrement les intérêts des suédophones de Finlande, même si les suédophones, on les retrouve dans un peu tous les partis politiques de Finlande. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de députés suédophones qui font partie, évidemment, de la représentation politique, un peu comme au Nouveau-Brunswick, les Acadiens qui sont évidemment présents à l'Assemblée législative. Mais il existe à côté de ça une assemblée qu'on appelle le Folketing. Alors je ne sais pas si je le prononce de manière correcte, mais c'est une assemblée semi-officialisée par les institutions finlandaises. Donc c'est une espèce d'entre-deux. C'est une initiative politique qui, de plus en plus, a fait l'objet d'une reconnaissance au sein de l'espace politique finlandais. Donc l'Assemblée des suédophones de Finlande existe bel et bien, et elle dépend, dans sa composition, du résultat des élections municipales. Donc il y a à peu près 75 membres dans cette assemblée, et il y a 70 personnes, donc 70 élus, qui sont finalement élus en fonction du résultat des municipalités, des élections municipales, et il y a 5 représentants qui viennent et qui sont désignés directement par la diète de l'archipel des Åland. Donc voilà pour le premier modèle. Deuxième modèle, ou deuxième cas assez intéressant, c'est la région autonome de la Vallée d'Ost, en Italie. Donc là aussi, je vous ai mis à la fois la carte de l'Italie pour que vous situiez le Val d'Ost, qui est finalement enclavé, hein, c'est un ensemble de vallées alpines qui sont enclavées entre la France, la Suisse et l'Italie. C'est une région qui est dotée d'une très forte autonomie, ce qui est assez particulier dans le cadre d'un État unitaire comme l'Italie. L'Italie n'est pas un État fédéral comme le Canada, c'est un État unitaire. Et après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est que la société valdôtaine, c'est une société qui n'est pas, pour ainsi dire, francophone, je le souligne. C'est d'abord une société dont la langue d'origine, ou la langue ancienne, je dirais, est ancrée dans la culture et dans l'histoire locale, c'est le franco-provençal. Mais le Val d'Ost a, depuis très très longtemps, considéré le français comme la langue de l'administration. Et je dirais même avant que la France adopte le français comme langue d'administration par l'édit de Villers-Cotterêts. Donc je pense une dizaine d'années avant, le Val d'Ost fait ce choix du français comme langue finalement du pouvoir au Val d'Ost. Donc vous voyez l'ancienneté finalement de cette reconnaissance du français. Ce qui s'est passé au Val d'Ost et le gros problème de cette petite région, c'est que justement c'est une toute petite région incluse en Italie, et lors de l'unité, le processus d'unification de l'Italie, bien évidemment, comme dans tous les États-nations, on a procédé la volonté, c'était finalement d'unifier, sinon d'uniformiser les pratiques linguistiques. Donc on a voulu italianiser le Val d'Ost. Ça s'est fait de manière plus ou moins soft jusqu'à l'arrivée de Mussolini au pouvoir, et à l'ère mussolinienne, à l'ère du fascisme italien, bien évidemment, les choses ont été un peu plus difficiles, plus dures, ce qui a suscité un mouvement autonomiste valdotain autour d'un juriste qui s'appelle Chanoux et qui a durablement marqué l'histoire politique du Val d'Ost, puisqu'après la guerre, l'une des revendications des Valdôtains, c'était évidemment l'autonomie politique de la vallée. Soutenu en cela par la France, juste à côté, qui avait quelques velléités d'annexion pendant quelques années. Donc le général de Gaulle voulait annexer purement et simplement le Val d'Ost, qui était considéré comme francophone, et finalement la négociation a fait qu'on a autonomisé la région. Donc une autonomie politique qui a permis au Val d'Ost d'encourager la francisation, alors, entre guillemets, du Val d'Ost. Francisation toute relative, puisqu'on parle de francophones de langue maternelle, c'est à peu près 2% ou 3% du Val d'Ost. Il n'en demeure pas moins que 70% des Valdôtains maîtrisent le français. Le français est en quelque sorte, au Val d'Ost, j'aime assez cette expression, une langue de poche. C'est-à-dire que tout le monde, il y en a beaucoup qui la maîtrisent
mais personne ne l'utilise dans la vie de tous les jours. Le Val d'Ost a cependant considérablement renforcé sa spécificité, sa distinction linguistique, et là aussi on se retrouve finalement avec des Valdôtains qui sont très en demande d'autonomie politique et qui sont prêts à défendre l'autonomie politique, même si la grande majorité d'entre eux sont italophones ou de langue franco-provençale. Troisième cas, le cas néo-calédonien, un archipel que la France possède dans le Pacifique Sud, et qui là aussi a réussi à acquérir avec le temps une très forte autonomie politique. C'est une lutte de décolonisation, on va appeler les choses par leur nom, qui ont amené finalement à l'instauration. Alors vous voyez, dans un État unitaire, un et indivisible comme peut l'être la République, en général, la France est considérée comme le modèle repoussoir en matière de reconnaissance des minorités. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre de cas comme ça, spécifiques, qui sont notables, et la Nouvelle-Calédonie en fait partie. La Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment un statut très particulier au sein de la République, avec une très forte autonomie. Les institutions qui sont complètement différentes de celles de la France, et une citoyenneté calédonienne, avec un régime électoral qui permet de réserver un certain nombre d'enjeux électoraux à tel type ou tel type de corps électoral. Donc c'est un système assez intéressant. Et autre élément supplémentaire qui pourrait présenter un intérêt pour nos réflexions, c'est le Sénat coutumier en Nouvelle-Calédonie. Au-delà des institutions telles qu'elles ont été transformées et autonomisées, il y a ce Sénat coutumier. Ce Sénat coutumier rassemble finalement, à travers une forme de représentation, je pense qu'il y a 2 représentants de chaque pays de coutume en Nouvelle-Calédonie, et ils sont chargés en quelque sorte de réfléchir à l'insertion du droit coutumier dans le droit commun français, et notamment dans le droit néo-calédonien. Donc il y a cette volonté de faire venir petit à petit le droit coutumier dans le droit néo-calédonien. Et enfin, je vais terminer par ce cas qui est là aussi extrêmement intéressant. C'est en quelque sorte la Rolls-Royce en matière d'autonomie politique et de réaménagement linguistique. C'est la communauté germanophone de Belgique. J'aime beaucoup cette communauté parce que j'y ai emmené un groupe d'une quinzaine d'étudiants acadiens qui ont été épatés par leur visite au sein de cette petite communauté. Pourquoi petite communauté? C'est 76 000 habitants, donc vous voyez, 3 fois moins que l'Acadie, dans 9 municipalités essentiellement rurales, et ils disposent d'un gouvernement, d'une assemblée législative, et ils sont capables d'aller négocier des traités internationaux. Donc vous voyez ce qu'on peut faire avec une certaine volonté politique. Alors bien évidemment, il y a un contexte politique belge qui a été très profitable aux germanophones de Belgique. En quelque sorte, ils ont essayé, disons-le vulgairement, de tirer les marrons du feu des conflits linguistiques qui existaient entre Wallons et Flamands, en se disant, et nous, pourquoi est-ce que les Flamands et les Wallons auraient des droits linguistiques et droit à la fédéralisation de la Belgique, et que nous, petite communauté, c'est 1% des Belges qui sont germanophones, pourquoi nous, on n'aurait pas droit aussi à une forme d'autonomie? Donc la communauté germanophone de Belgique est un État fédéré parmi les autres États fédérés de Belgique. Donc voilà, et ils ont réussi à considérablement sauvegarder leur langue. Ils disposent de toute une série de compétences, notamment fiscales, qui leur permettent d'être parfaitement autonomes. Est-ce que l'autonomie ne soulève pas un certain nombre de critiques au sein de la communauté? Bien évidemment, parce que comme dans toute communauté, on pose la question de savoir ce que coûte aux citoyens l'autonomie, mais il y a un relatif consensus sur le fait de se dire, finalement, l'autonomie, ça a été une très bonne chose pour nous, même si parfois les relations entre la région wallonne, qui est juste à côté, et la communauté germanophone est tendue, ils sont en négociation permanente pour renforcer l'autonomie progressivement de la communauté germanophone, parce que les compétences sont partagées entre la région wallonne juste à côté et la communauté germanophone. On ne sait jamais trop si la communauté germanophone doit être incluse dans le territoire de la région wallonne ou au contraire il s'agit d'une entité bel et bien à part entière. Il y a une forme d'ambiguïté dans la constitution belge sur ces éléments.
Voilà, je pense que mon temps est largement écoulé. Je voulais vous présenter ces 4 cas. On pourra en rediscuter tout à l'heure. J'avais toute une série de choses à dire ensuite sur le bien commun en Acadie. Ah oui, je vais terminer quand même par là. J'insiste. Il n'y a pas que l'autonomie politique qui pourrait être intéressante en Acadie. Il faudrait aussi réfléchir sur notre capacité de définir un bien commun en Acadie. Et il y a toute une série de leviers auxquels on ne pense pas nécessairement quand on parle d'autonomie politique. Je pense notamment au regroupement de municipalités. Dans toute une série de situations, de contextes, on procède à des regroupements de municipalités, à l'organisation ensemble d'un certain nombre d'enjeux. Donc il y a les communautés d'agglomération en France qui fonctionnent très bien, il y a les communautés de pays, les MRC au Québec. On peut parler aussi des sociétés mutuelles. Je pense que le mutualisme, les sociétés coopératives, on a trop tendance à penser que c'est un vieux truc des années 70, mais il faut comprendre que dans les jeunes générations, de plus en plus, on parle de coopération, de mutualisation, d'échange. Et je pense que toutes les sociétés mutuelles, les sociétés assurantielles, le mouvement coopératif doit être peut-être réinventé peut-être pour pouvoir trouver des solutions à notre besoin d'autonomie. Les fondations peuvent être aussi une bonne solution. Les réseaux communautaires sectoriels de consommateurs, de citoyens, on voit à quel point les marchés de pays, etc. fonctionnent. Il y a cette volonté de développer des solidarités entre consommateurs et producteurs. Bref, là aussi, il y a des voies d'action prometteuses. Les réseaux sociaux et le microcrédit, tontine, etc. Je pense qu'il y a moyen, dans toutes ces initiatives qu'on trouve à la base, de trouver un moyen d'autonomiser la nation acadienne. Voilà, je vous remercie.